Et comme le bacille de la tuberculose est susceptible de se trouver dans l'air, mais également dans les poussières, on considère qu'il existe des solutions pour favoriser le nettoyage des pièces, avec des angles arrondis qui permettent de récolter plus facilement la poussière, avec des meubles non pas collés contre le mur, mais un petit peu décalés pour favoriser la circulation de l'air, avec des meubles non pas posés sur le sol, mais disposant de pieds de manière à les surélever pour faciliter l'enlèvement de la poussière, etc., etc. Donc il y a des choses qui sont quand même en train d'entrer dans les pratiques, dans les mœurs, et là on est vraiment dans une architecture qui épouse des normes d'hygiène. En forçant un peu le trait, on pourrait dire que le logement des classes populaires, il est pensé un peu comme sur le principe du sanatorium. La réflexion sur l'hygiène et le confort, elle va d'une manière générale contribuer à banaliser, diffuser des règles sur la taille des pièces, pas moins de 9 mètres carrés, sur l'ensoleillement et la ventilation des pièces d'habitation, mais également des parties communes et des circulations verticales, sur l'installation de l'eau courante dans tous les logements de 3 pièces et plus, sur l'installation de chauffage, et puis plus généralement par rapport à ce qu'on a vu sur la surface des cours et des courettes pour des questions d'ensoleillement et de ventilation. Les principales fondations vont se distinguer de la production courante, à la fois parce que les bâtiments qui sont construits sont plutôt de très grande qualité. Ici, béton armé, remplissage briques. On est avec la fondation Le Body, groupe des maisons ouvrières, immeuble rue de la Saïda, c'est dans le 15e arrondissement. Ici, on est avec la fondation Le Body, boulevard de Ménil, Auguste Labussière, architecte. Ici, c'est le principe d'une vaste cour qui est retenu. Donc là, on est très loin des îlots haussmanniens, évidemment, vous le comprenez bien. Et puis un dispositif qui a été imaginé parmi ses promoteurs, Henri Provençal, architecte, qui observe que la grande cour, finalement, c'est correct si elle est suffisamment vaste, mais c'est quand même pas une solution optimale, et il propose le principe des redans. Donc on comprend bien les raisons pour lesquelles il défend cette hypothèse-là. Et il a l'occasion de réaliser cette opération pour la Fondation Rothschild. C'est le groupe Barg où on comprend bien l'application de ce principe à une échelle urbaine. Si l'on regarde les opérations destinées aux classes populaires dans cette période, ce qu'on observe, c'est quoi? Alors, il y en a certaines qui sont construites par les fondations Rothschild, Lobody et Singer-Polignac, puis il y en a d'autres qui sont construites par d'autres opérateurs qui sont également accrédités pour construire du logement social. Alors, un petit tour de piste très rapide parce que ce n'est pas l'objet de cette exclusif de ce cours. C'est un objet, mais c'est pas un objet exclusif. Ici, nous sommes avec la Société des logements populaires hygiéniques qui construit un immeuble pour familles nombreuses, boulevard Bessières à Paris. C'est un immeuble qui est réservé à des ménages ayant au moins 4 enfants et dont le salaire du chef de famille est égal ou inférieur à 5 francs par jour. Donc ce sont des gens qui sont pauvres et qui sont nombreux. Alors, on propose quoi? Circulation verticale, distribution linéaire avec une coursive et des logements similaires. Si on zoome un peu, on voit qu'on est là. Voilà. Alors, quand on rentre un peu dans le détail, on est quand même un petit peu interpellé parce que le commentaire
dans la construction moderne, dans la revue La Construction moderne, dit que il y a une chambre qui fait 4,50 m par 5 mètres, une grande pièce, qui est subdivisée en deux, qui est divisée en deux, avec une cloison qui ne monte pas jusqu'au plafond. Elle s'arrête à 80 centimètres du plafond. En termes d'intimité, donc il y a la chambre des parents d'un côté et la chambre des enfants de l'autre. Ça me semble quand même un peu troublant. On accède depuis le balcon directement dans la salle à manger, donc en termes d'intimité, c'est pas extraordinaire non plus. Et puis la salle à manger cuisine est distributive. Elle est distributive. Elle permet d'accéder aux chambres. On devrait plutôt parler de chambrée dans un cas de figure comme celui-là. Et on parle d'une salle à manger cuisine ici, de 3 mètres par 4, qui est meublée d'un fourneau qui chauffe la chambre à coucher au moyen d'une bouche de chaleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau courante. Il y a un fourneau, mais il n'y a pas d'eau courante dans la cuisine salle à manger. Pourquoi? Parce que c'est à l'extérieur. Ici, on trouve des gaines d'évacuation des ordures, des WC et l'arrivée de l'eau, un évier. Voilà, on comprend assez bien les choses. Pas d'évier ni de water closet dans les logements, de façon à supprimer tout élément anti-hygiénique à l'habitation. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Il est fort probable qu'on ne fasse pas confiance à ces personnes-là. On considère qu'ils sont dépourvus de toute forme de culture domestique, que autant que tout ce qui concerne les circuits d'eau et l'hygiène se fasse hors de l'habitation, ce qui paraît totalement saugrenu, mais voilà, cette image est assez saisissante. Donc ça, c'est un cas assez extrême. Ici, une société anonyme de logement économique pour familles nombreuses également. Circulation verticale qui distribue 2 appartements par palier. Des WC communs sur le palier. On entre directement dans le logement, il n'y a pas du tout d'entrée, de vestibule. La salle à manger cuisine est distributive. Donc ça, c'est le prototype d'une salle à manger cuisine. Une pièce dans laquelle on cuisine et on prend ses repas en famille. Et puis les chambres sont commandées par la salle à manger cuisine, et puis cette chambre-là commande l'autre. Donc vous voyez, c'est quand même tout ça est assez sommaire. La Fondation Rothschild, rue de Prague, Augustin Rey, dont j'ai montré les dessins tout à l'heure, il y a un petit progrès. Dans l'ensemble, les logements sont très modestes, mais ils sont équipés en chauffage, en eau courante. Les WC sont à l'intérieur et surtout, il y a un principe de distribution élémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une entrée prolongée d'un couloir qui distribue l'ensemble des pièces sans que l'on soit obligé de passer à travers l'une pour accéder à l'autre. Ici, on monte un petit peu en gamme avec la fondation Le Body. On monte en gamme avec un système qui est assez étonnant. On est en 1908 et manifestement, il y a déjà un principe de cuisine dite américaine qui existe dans cet immeuble. Oui, il y a vraiment une alcôve dans laquelle se trouve la cuisine et avec une forme de mise à distance. C'est-à-dire qu'on communique et puis en même temps, on marque une distance avec cette cloison. L'architecte Labussière étudie dans le détail cette cuisine. C'est une cuisine qui est équipée. Il dessine l'ensemble des éléments. Ce qui est important de noter, c'est que la cuisine moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle prend ses racines dans le logement. On ne parle pas encore de logement social, mais dans le logement philanthropique, dans le logement pour les classes populaires, pour la bonne et simple raison que dans l'habitation bourgeoise, en tout cas jusque dans cette période-là, jusqu'à ce moment-là, dans l'habitation bourgeoise, les maîtresses de maison ne mettent jamais les pieds dans les cuisines. On a du personnel domestique et pour cuisiner et pour faire la navette entre la cuisine et la salle à manger. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant et on voit bien que ces plans constituent un réel progrès. Une entrée, un WC à l'intérieur, un grand débarras.
salle à manger, cuisine, et puis les chambres parfaitement équipées. Voilà, je parlais de cuisine équipée, on voit bien que tout est parfaitement pensé dans le détail, y compris les revêtements, la peinture à l'huile sur les murs, le carrelage sur le sol. Toujours dans cette même opération, on observe que certains appartements disposent d'une salle à manger totalement indépendante de la cuisine. Vous voyez celui-ci par exemple. Donc 2 logements par palier, on entre, débarras, salle à manger, cuisine et puis une chambre. Et ici, de la même manière, un appartement assez soigné à l'angle, avec un mini cabinet de toilette, une chambre qui fait l'angle, salle à manger, cuisine de l'autre côté, et puis une chambre indépendante à l'entrée. Idem, diversification de l'offre ici, avec la Fondation Saint-Gerbe-Polignac. 2 types de logements différents dans la même opération. L'un qui dispose, avec des logements d'un côté sur une branche, des logements qui disposent d'une cuisine, salle à manger, puis de l'autre côté, quelque chose d'un peu plus généreux, d'un peu plus spacieux. Alors, s'agissant de la toilette, de la même manière que dans certains appartements bourgeois, lorsqu'on n'a pas d'eau courante, lorsqu'on ne dispose pas de salle de bain, il y a toujours la technique de la bassine, du tub. Néanmoins, dans certaines opérations philanthropiques, on essaye de favoriser la prise de bain et de douche par les locataires. Nous sommes ici, donc ça c'est l'opération rue de Prague. Bain des femmes, bain des hommes, ça c'est un lavoir, c'est encore autre chose. Et alors le constat qui est fait dans cet article de la construction moderne, c'est que la moyenne des bains et bains-douches prise rue de Prague représente 15 ablutions par an pour chaque habitant, ce qui n'est quand même pas considérable. Mais, souligne l'article, c'est beaucoup plus que la moyenne générale pour la population ouvrière, mais ce n'est pas encore assez si l'on considère que les hygiénistes prescrivent un bain savonneux et 2 douches par semaine. Bref, dans la même période, il y a de plus en plus de bains publics qui ouvrent, mais certaines opérations proposent ce service qui est payant dans un premier temps, puis ensuite le coût du service sera intégré au montant du loyer. Alors, quelques remarques pour conclure à propos des opérations philanthropiques, des immeubles philanthropiques. Ce qui est intéressant, c'est que le programme de ces immeubles, c'est un peu un compromis, un mixte entre le logement de la petite bourgeoisie d'une part, où on valorise clairement l'espace intérieur, la séparation des familles, chacun chez soi, et puis en même temps des services collectifs. Alors, ils sont assez modestes, mais il y a quand même des services collectifs qui ont été expérimentés ailleurs, notamment dans le ministère de Guise, les bains-douches, les salles de lecture, les lavoirs, etc. Ça, c'est la première remarque, une sorte de compromis. La deuxième remarque, c'est que ces opérations, elles fonctionnent comme un laboratoire où sont testés de nouveaux dispositifs en termes de distribution, en termes d'équipement, avec des normes d'hygiène plutôt élevées pour l'époque, avec des normes d'ensoleillement, des normes de ventilation, et tout ça, évidemment, va contribuer à faire évoluer la production moyenne, et on va retrouver certaines de ces caractéristiques dans la production ultérieure. Une fois qu'on a fixé des standards qui sont admis par la majorité, il y a un moment où ces standards entrent dans les normes. La troisième remarque concerne le nivellement des manières d'habiter. En élevant les standards des logements populaires, c'est clair que l'on contribue à niveler le rapport à l'habitation. Il y a une réalité, c'est qu'il y a un fossé entre les niveaux
des classes bourgeoises et des classes populaires au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais il y a un processus qui est en marche, et ce processus de nivellement des manières d'habiter, ce processus, il est en marche et il va prendre plus de puissance avec l'essor des classes moyennes dans la seconde partie du XXe siècle. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a évidemment un phénomène de nivellement dès lors que on augmente les standards du logement populaire. La quatrième remarque, c'est que de nombreux historiens de l'habitation ont considéré que ces programmes populaires étaient animés d'une volonté d'imposer aux plus démunis des manières de vivre, des manières d'habiter qui ne leur correspondaient pas, et qui leur étaient imposées de manière autoritaire. C'est un fait, c'est un phénomène qui est avéré. On le constate dès lors qu'on se penche sur la littérature de l'époque. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans le même temps, une partie non négligeable des classes populaires, évidemment, n'avait qu'un seul souci, c'était de s'extraire de sa condition, de s'extraire des bidonvilles et d'habiter dans des conditions plus décentes en termes d'hygiène et de confort domestique. Voilà, ça c'est un aspect qui est important. Dernière remarque, globalement, ces opérations philanthropiques, elles sont une vraie réussite architecturale et un échec quantitatif. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre les besoins en logement dans cette période et le nombre de constructions réalisées. Autrement dit, la dynamique attendue, elle n'est pas au rendez-vous et la crise perdure. Il faut savoir quand même qu'au début du XXe siècle, la population parisienne augmente de 25 000 habitants par an. À Paris, 340 000 familles vivent en conditions de surpeuplement, moins de une demi-pièce par personne, 60 000 dans des îlots insalubres, etc., etc. À une période où la tuberculose est quand même un vrai problème de santé publique. Voilà. Tout cela va conduire à un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, il est incarné par la loi Bonnevé. La loi Bonnevé, elle est votée en 1912. Cette loi, elle institutionnalise partout en France le financement public des logements sociaux. La loi de 1912, elle permet de créer des offices publics d'habitation à bon marché. Ces organismes peuvent bénéficier de prêts de l'État à des taux avantageux. Et ces établissements publics doivent permettre aux communes et aux départements de construire des logements pour les moins favorisés. On passe ici clairement des initiatives privées à des initiatives publiques. C'est un changement de paradigme, je le disais. Ça va se traduire dans les programmes de l'entre-deux-guerres. Bon, évidemment, 1912, entre 1914 et 1918, tout va s'interrompre, mais après la Première Guerre mondiale, après la Grande Guerre, le cadre législatif va permettre d'envisager plus sereinement la construction de logements sociaux avec l'aide de l'État, avec l'aide des pouvoirs publics. C'est ce que j'aborderai dans le prochain cours, notamment dans le cas parisien de la ceinture HBM et d'opérations dispersées dans la ville. Je n'évoquerai pas les cités-jardins, j'en dirai un mot pour vous expliquer ce dont il s'agit. Les cités-jardins et opérations HBM à Paris relèvent des mêmes stratégies dans le sillage de la loi Bonnevé, et je mettrai en parallèle cette production-là avec une modernité élitiste qui se traduit par la construction d'immeubles assez extraordinaires sur lesquels je m'attarderai un petit peu pour voir les évolutions par rapport à des périodes antérieures. Voilà, on verra tout ça dans le prochain cours. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.